Merci beaucoup William Molinier. Dans l'actualité également aujourd'hui, on l'a vu dans le journal, des blocages qui sont en cours autour de Paris, blocages importants. Les automobilistes qui veulent se rendre à Paris sont dans une situation très très compliquée. Ce sont Marcel Campion et ses forains qui protestent contre la suppression du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Alors cette affaire, c'est une nouvelle illustration de ce qu'on peut appeler la méthode Campion qui peut se résumer... On peut peut-être dire les gens qui sont restés autour de la table pour en débattre. Ah pardon, allez-y, oui, non, bien parce sûr, que je dis ça, je dis rien, mais... C'est vrai, comme on avait lancé comme ça, allez-y, bien sûr. Sont restés avec nous René Dauzière, spécialiste des finances publiques, et Esther Benbassa, qui est sénatrice, elle tient beaucoup, sénatrice Europe Écologie Les Verts et membre de la commission des lois. Et puis... Charles Becbédé, qui est conseiller de Paris et qui est particulièrement intéressé par cette histoire qui est donc liée au marché de Noël sur les Champs-Élysées ou pas. La mairie de Paris dit non et Marcel Campion, lui, veut l'imposer, y compris par la force. Et je vous disais, c'est une illustration de sa méthode depuis des années. Il s'impose. Explication de cette méthode et de cette polémique avec Hélène Grégoire. Ce marché de Noël sur les Champs-Élysées, la mairie de Paris n'en veut plus. Des élus le jugent trop mercantile et de mauvaise qualité. Le contrat a été renouvelé tous les 2 ans, mais cette année, ils ne l'ont pas signé. Les souvenirs d'importation, bien loin des traditions, avaient pourtant leur défenseur, celui que l'on surnomme le président des forains, Marcel Campion. Il faut vendre à la clientèle ce qui intéresse la clientèle, tout simplement. Et les histoires Made in China, regardez la France. La France, en principe, est quand même Made in China partout. Aujourd'hui, ces chalets sont entreposés aux portes de Paris, après une tentative d'installation illégale empêchée par les forces de l'ordre mardi. C'est la méthode Campion, placer tout le monde devant le fait accompli. Premier coup d'éclat, à Rennes en 73, la fête foraine s'installe en plein centre, sans autorisation. Et c'est comme ça qu'il fonctionne depuis plus de 40 ans. En 1985, il rentre par effraction en pleine nuit dans le jardin des Tuileries et le transforme en fête foraine. Depuis, elle y revient chaque année. Si on nous embête, on embêtera le ministre. Finalement créé pour le passage à l'an 2000, sa grande roue fait partie du paysage et fait polémique depuis 17 ans. Par définition, un manège forain, il est très rare qu'il reste plus de 15 jours à la même place. Mais évidemment, comme il s'agit d'un privilège, c'est évidemment beaucoup plus rémunérateur. Marcel Campion fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires. Lui et ses proches opposent toujours les mêmes arguments, le soutien du public, la sauvegarde des emplois et des traditions foraines. Quand on lui parle de recours en justice, lui opte souvent d'abord pour le blocage. Et le soutien du public, peut-être qu'il ne l'aura pas tant que ça après cette action escargot qui est en cours. Catherine André, justement sur l'autoroute A13, qui est l'un des axes les plus perturbés, l'autoroute de l'Ouest, l'autoroute de Normandie qui arrive de Mantes, où en sont les choses. Catherine, est-ce que ça se dégage un petit peu ou pas ? Non, sur la 13, la situation ne s'améliore pas du tout. Regardez, les voitures sont à l'arrêt. Les bouchons n'en finissent pas depuis ce matin 6 heures. Nous sommes à 8 km de la porte d'Auteuil, mais il faut 1h30 pour y arriver. Nous avons discuté avec des automobilistes. Certains sont dans leur voiture depuis plus de 2 heures. Ils sont excédés. Un monsieur me disait, je comprends que les forains souhaitent se faire entendre, mais de cette façon, eh bien, ils sanctionnent les artisans. Sur la 13, un peu plus haut, eh bien, une quarantaine de camions de forains ralentit la circulation. Les forains qui se mobilisent aussi sur l'A4 où le trafic est totalement ralenti. La 86 est aussi touchée. Des forains en tout cas qui ont réussi leur coup de force et qui remontent tout doucement vers la capitale où un important dispositif policier a été déployé. Merci beaucoup Catherine André, Charles Becbédé. Des bouchons pour faire entendre raison à Anne Hidalgo, c'est un drôle de raisonnement. Anne Hidalgo n'est pas dans mon camp. Oui, je ne suis pas dans son camp. Mais évidemment, on ne peut être extrêmement choqué par la façon dont Marcel Campion essaye de faire prévaloir son point de vue. C'est intolérable. Pardon, vous occupez pas de ça, la petite musique qui démarre. Je crois qu'il faudrait que, d'ailleurs, les forces de l'ordre saisissent les permis de conduire des conducteurs concernés. Là, il faut être absolument intraitable. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu de
responsabilité côté d'Anne Hidalgo et de la mairie de Paris, parce que est-ce que le contrat n'a pas été résilié un peu brutalement avec les forains? Ce sont quand même aussi ce sont des entrepreneurs, ce sont des centaines, des milliers d'emplois derrière. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un compromis un peu plus intelligent? On dit le marché de Noël n'est pas assez qualitatif. On peut augmenter, durcir le cahier des charges, faire en sorte qu'il le soit un peu mieux. Là, je trouve que la façon dont Anne Hidalgo mène ce dossier va au clash. Alors, bien sûr, M. Campion est tout à fait aussi responsable de cet état de fait ce matin. C'est intolérable pour les automobilistes. Et c'est pas une façon de faire, c'est une violence. Ce marché de Noël a surgi. Ce n'est pas un pays. Paris n'est pas un pays de tradition des marchés de Noël comme ça peut exister dans l'Est de la France. Ces cahutes sont immondes, on y vend des produits pas intéressants, une fortune, et en plus ça pose des problèmes de sécurité quand le pays lutte contre le terrorisme. Enfin, il y a toutes les raisons pour supprimer cette affaire. Il faut arrêter. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont contents d'aller dans les boutiques. Oui, mais enfin, ils iraient ailleurs. Dieu merci, ça manque pas à Paris. Sur cette question, je n'ai pas une idée préconçue. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans un état de droit, on ne puisse pas dialoguer. Il y a une prise en otage des automobilistes. Enfin, il y aurait eu un dialogue entre la maire et M. Campion. Avec M. Campion, c'est pas facile de dialoguer. Hein. D'accord, j'en conviens. Il a son caractère. D'après ce que j'ai vu, je ne le connais pas. Mais on n'arrive pas à dialoguer. Il faut toujours prendre en otage des gens qui vont aller au travail, qui sont pressés, et faire de ça une histoire lorsqu'elle aurait pu se régler. Chaque côté aurait émis ses desiderata, et puis si ça amuse les gens, moi j'y vais jamais, j'ai pas d'idée là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très joli ce qu'on vend, et dans la situation actuelle où le terrorisme sévit, peut-être que surtout à cet endroit-là des Champs-Élysées. René Dauzière. Écoutez, moi, ça fait plusieurs années que régulièrement, j'amène mes petits-enfants, si vous voulez, au marché. Ah oui, vous y allez, vous? Je l'ai vu, je l'ai vu se dégrader. Enfin, les produits en vente se sont dégradés, c'est devenu très, très banal. Or, Paris est quand même une capitale, et donc surtout les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, s'il y a une manifestation, ça doit avoir de la gueule, et je crois que là, ça peut aussi s'adresser. La gueule, elle est simplement du côté de Campion. Alors pas pour le reste, si vous voulez, c'est quand même stupéfiant. On se demande. On dit que c'est une méthode qui date depuis des années et des années. Enfin, comment est-ce que l'État a pu laisser de tels comportements? Dites-nous, expliquez-nous, parce que forcément, on se pose des questions, comment dirais-je... il a un réseau, Marcel Oui, voilà, Campion, on va dire ça comme ça, voilà. Oui, mais enfin, c'est quand même invraisemblable. Ouais. Dans un État de droit, chacun ne fait pas la justice soi-même. Non, mais ça remonte aux années Chirac, lorsque Chirac était maire de Paris, et qu'il a cédé, en fait, à une opération assez coup de poing de Marcel Campion sur les Tuileries. Puis, de fil en aiguille, on en est arrivé à cette situation. Mais encore une fois, il y a beaucoup de Parisiens et d'habitants de l'Île-de-France qui sont heureux de ces installations, de ces fêtes foraines, de la Grande Roue. Donc, il ne faut pas non plus... C'est un truc pour les touristes, quoi. Oui, mais il en faut des touristes, on est content d'en avoir. C'est plutôt le tourisme interne. La Grande Roue, c'est différent, je trouve que c'est bien d'ailleurs. Et puis, d'ailleurs, elle va être installée. On a une très belle vision. C'est ça qui est paradoxal, donc la Grande Roue de Marcel Campion va être installée le 17 novembre. Là. Comme quoi, le coup de force, ça marche. Donc là, il serait urgent qu'ils se parlent. La morale est mauvaise. Exactement, oui. Allez, le président, alors que c'était à l'époque de Jacques Chirac, le président maintenant c'est Emmanuel Macron. Ça fait 6 mois qu'il est arrivé à l'Élysée. C'est le premier bilan peut-être qu'on peut faire en demandant aux différentes personnes autour de la table quels sont les tops et les flops qu'ils accordent au président. Et on va recevoir pour faire ce bilan Alison Tassin qui suit le président pour LCI depuis pas mal de mois maintenant. Alison. Alors évidemment, bonjour Alison, on a demandé ce matin, dans toutes les matinales, tous les invités politiques, on leur a demandé quel jugement eux ils portaient sur ces 6 mois de présidence Macron. Écoutez ce petit florilège. Écoutez, c'est un peu tôt pour juger. Aujourd'hui, j'entends que tout ce qui va bien, c'est lié à ces 6 premiers mois, et tout ce qui ne va pas forcément très bien, c'est lié aux prédécesseurs. Donc je pense qu'il faut là aussi avoir un peu de recul. Une forme de certitude, de positivisme qui traverse le gouvernement, qui traverse la majorité parlementaire. Il y a un chemin à suivre, et le débat, en réalité, qu'on nous avait promis,
et de gauche et de droite, il est absent. Il fait ce pourquoi il a été élu. Globalement, voilà quelqu'un qui est arrivé en disant « je vais faire ceci, je vais faire cela », il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Moi, j'aime bien la cohérence, la congruence. La cohérence du président. Quels sont donc, vous, les tops et les flops que vous accordez au président? Esther Benbassa, pour commencer. Top. Bon, on peut dire qu'au niveau international, il essaye de représenter la France et de lui faire recouvrer, disons, un peu de prestige. Ça, je le constate. En revanche, il y a eu pas mal de flops de technocrates quand même, coupés du monde, des technocrates liés intimement à l'aristocratie financière. Moi, je parlerai du grand flop, c'est quand même les 5 euros des APL. Des APL. C'était, enfin, je ne sais pas comment, qui est-ce qui a eu cette idée, ce conseil à lui donner. Semble-t-il. Ah oui, on voit que Bercy est coupé de l'opinion publique. Ça fait quand même tilt. Alors ça fait tilt et puis ça a résonné aussi à l'Assemblée. C'est un moment que vous avez vu peut-être déjà sur LCI, Jean-Luc Mélenchon qui a acheté des produits pour 5 euros et Alexis Corbière, lors d'une intervention à l'Assemblée, est revenu là-dessus. Regardez. 5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Le président Mélenchon vous le montre. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Quant aux commissions pour 5 euros, elles sont à votre disposition. René Dosière, top et flop. Alors, top et flop. Écoutez, le président applique la politique sur laquelle il a été élu jusqu'à présent, donc on peut la discuter, mais enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas de trahison de ses promesses électorales. Il n'y a pas de trahison de ses promesses électorales, ça ne fait aussi que 6 mois. Bon, moi, je trouve malgré tout qu'il a tendance un peu à nier les résultats de la politique antérieure, parce qu'au fond, il arrive à un moment donné où les indicateurs économiques sont plutôt favorables. On rappelle que vous étiez apparent TPS, pour donner le contexte. Oui, enfin, je suppose que... La liberté de ton, René Dosière, est connue. Non, mais tant mieux d'ailleurs. Il vaut mieux arriver dans une période où les indicateurs économiques sont meilleurs que dans une période où ils sont mauvais. Bon, mais de temps en temps, il pourrait peut-être reconnaître un petit peu. Le reconnaître, d'autant plus qu'il n'est sans doute pas étranger totalement à ces résultats, parce qu'il a quand même... Bon, voilà. Pour le reste, je crois que le fait d'être très européen, moi, me séduit beaucoup, et ça fait bouger les choses. Et donc, ça me paraît important. Pour le reste, beaucoup quand même de communication. Et le contact avec les milieux populaires n'est quand même pas établi. Et donc, il faut y faire attention. Et puis alors, une erreur qu'on va voir peut-être, si elle se concrétise, que le responsable du parti gouvernemental, La République En Marche, reste ministre chargé des relations avec le Parlement. On n'a quand même jamais vu ça. Et là, il y a un conflit d'intérêts, je dirais, majeur. Et je trouve qu'on revient sur l'affaiblissement du rôle du Parlement. On peut quand même pas être là pour essayer de rencontrer, faire fonctionner les diverses composantes de l'Assemblée quand on est le principal responsable du parti majoritaire. Là, ce serait une erreur s'il persiste dans cette idée. Charles Becbédé. Alors, les tops. La diplomatie, comme disait la sénatrice, je pense qu'il tourne un peu la page des leçons de morale kouchnériennes et des suivantes, qui étaient insupportables, notamment sur la Syrie, sur la Russie, et je pense que ça c'est important. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Il faut revenir à plus de réalisme. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de grosse crise entre-temps, donc pour l'instant. L'économie, dans les tops, parce que ça redémarre. Et puis les ordonnances travail, je ne vais pas vous surprendre, je suis chef d'entreprise. Moi, je pense que elles vont fournir des résultats.
Maintenant, attendons, c'est vrai. Et l'éducation dans les tops, avec cet excellent ministre Blanquer qui met fin à toute une série de mesures un peu grotesques de Najat, le rétablissement du latin, les classes bilingues. On appelle une femme pas seulement par son prénom, monsieur Becbédé. Oui, Najat Vallaud-Belkacem. Vallaud-Belkacem, son nom m'échappait. Pardon, c'est vrai qu'on s'est un peu battu idéologiquement voilà. sur ce quinquennat. On fait jamais ça à un homme, on le fait toujours. Et la sélection à l'université peut-être, la méthode syllabique. Alors ça c'est les tops. Alors les flops, le problème avec les armées. Le traumatisme du 14 juillet, de l'éviction du général de Villiers, la crise de confiance des militaires, et Florence Parly est très inquiète encore. On attend toujours le vote des 800 millions. On avait demandé un top et un flop. Pardon, on va pas faire la radio de l'ensemble de la politique. Zut, alors je peux pas finir juste sur un dernier flop. D'un mot, oui. La lutte contre le communautarisme et l'islamisme radical, où il n'y a rien. Et comme d'ailleurs il l'avait dit moi je peux dire entre les deux tours, il l'avait dit entre les deux tours, je n'interdirai pas l'UEIF. Voilà. Alors mon top, c'est d'ailleurs dans la continuité de ce qui avait été fait pour Michel Rocard, l'avancée sur la Nouvelle-Calédonie qui contraste singulièrement avec ce qui est fait en ce moment en Catalogne, et je trouve que là c'est bien fait dans la continuité des prédécesseurs. Et le flop, c'est la réduction du rôle du Parlement qui est amené à récipicence. J'aurais peut-être tendance à tricher, un top et un flop sur la forme et sur le fond. Sur la forme, d'abord un top sur la réforme des ordonnances du travail, parce que c'est vrai que c'était une grosse promesse de campagne. Ça a été assez, on est d'accord ou pas sur le fond de cette réforme, mais elle a été assez vite mise en place. La méthode a plutôt fonctionné, pas trop de contestation dans la rue. Ça a été assez même vite Jean-Luc ancré. Mélenchon l'a reconnu. Voilà, donc et puis effectivement sur la scène internationale et européenne, Emmanuel Macron a réussi à plus ou moins imposer sa marque. Il y a des réformes qui vont être lancées, notamment au sein de l'Union européenne, et c'est aussi une promesse de campagne. Et puis sur les travailleurs détachés, notamment. Voilà, notamment, et aussi sur la façon de fonctionner de l'Europe. Ça prendra du temps, mais en tout cas, c'est amorcé. Et puis les flops, c'est vrai que les APL, c'est le plus gros couac, c'est le premier, et c'est aussi assez révélateur. Et sur la forme, plutôt aussi le ton d'Emmanuel Macron, un peu parfois condescendant, et puis ces petites sorties, ce langage bordel, fainéant, ça aussi, ce sont des choses qui marquent et qui impriment et qui ont un peu entaché ces 6 premiers mois. Qu'en pensent les Français, justement, sa cote de popularité aujourd'hui? 35% des Français disent qu'ils sont satisfaits de sa politique selon un tout récent sondage, et pratiquement 60% de mécontents, donc un tiers, 2 tiers, en gros. Si une élection avait lieu aujourd'hui, si l'élection présidentielle avait de nouveau lieu aujourd'hui, serait-il réélu, d'après vous, Emmanuel Macron? Eh bien, la réponse est oui, et même plus largement, puisqu'il serait réélu avec 4 points supplémentaires par rapport à l'élection. Ça vient de Fillon, ça. Comment? Ça vient de Fillon. Alors, évidemment, le président de la République, il est comme tous ses prédécesseurs. Quand on lui parle de cette popularité, il dit « Mais moi, ça m'est complètement égal, la popularité, je regarde ça de très très loin, écoutez. » Surtout, je fais ce que j'ai dit. Ça surprend peut-être, ça contrarie certains, mais c'est en effet tout à fait nouveau. Et donc, il y aura toujours des résistances, il y aura toujours des commentaires. Mais en France, en Europe et à l'international, je continuerai au même rythme et avec la même détermination. Si je passais mes journées à regarder les courbes de popularité, à regarder ceci ou cela en pensant comme un tacticien, en quelque sorte, à mon propre avenir, je suis sûr d'une chose, c'est que je ferai échouer la France. Et par voie de conséquence, à coup sûr, j'échouerai. Alors, on a le droit de l'entendre et de ne pas le croire, Alison Tassin. Est-ce que c'est ce qui se dit devant les caméras à l'Élysée, mais dès que les caméras sont coupées dans les coursives et les coulisses de l'Élysée, il se dit quoi sur ces 6 premiers mois? Lui, il le dit en façade, mais comme tous ses prédécesseurs, effectivement, sauf qu'il a quand même changé de méthode de communication, et ça, on voit bien, il était en baisse dans les sondages, ses cotes de popularité, il décrochait, il a décidé de changer sa communication, il ne s'exprimait pas au début, et il a fait plusieurs sorties médiatiques, mais rien que ça montre que ça a une importance, et ça marche, ça fonctionne plutôt. D'ailleurs, dans ces études d'opinion, on voit que cette prise de parole d'Emmanuel Macron, cette explication, cette pédagogie qui a manqué au début, fonctionne plus ou moins. Ça permet de regagner quelques points en cote de popularité. Mais il y a quelque chose qui est étrange, c'est quand il dit « je suis le premier président à tenir ses promesses ». Quand on regarde les présidents qui se sont succédés, on voit que
Chirac tient ses promesses, il se fracasse ensuite sur le plan Juppé, que Sarkozy tient ses promesses, la loi TEPA, etc., il se fracasse sur la crise financière, que Hollande tient ses promesses, il se fracasse sur le Conseil constitutionnel, mais il nous raconte des calembredonnes en disant qu'il est le premier à tenir ses promesses. Tous ont tenu leurs promesses. Il faudra voir dans la durée, effectivement. Et voilà. Au bout de quelques... Et ensuite, il se passe des choses, mais... D'ailleurs, les Français, dans le sondage que vous citiez tout à l'heure, il y avait une question complémentaire. Et ils répondent sur comment doit-on juger Macron. Et ils disent, mais il est trop tôt pour juger. Il faut attendre. Oui. Mais quand même, j'aimerais ajouter que 6 Français sur 10, dans le dernier sondage, disent qu'il fait une politique pour les riches, et seulement 3% disent qu'il fait une politique pour les pauvres. Et il faut ajouter que 27% de la population dit qu'il n'a pas confiance chez Macron pour augmenter le pouvoir d'achat. Et les termes qui reviennent sans arrêt, c'est arrogance, président des riches, décevant. Donc le fait qu'il serait réélu s'il se présentait, d'abord ça dépendrait qui serait en face de lui. C'est sûr. Donc la question elle-même est un peu tendancieuse. René Dosière, voilà. La réputation de l'image de président des riches, ça va lui coller à la peau pendant 5 ans, comme pour Nicolas Sarkozy ou pas? Non. Vous savez, c'est à lui à rétablir le contact, ce que je disais, avec un peu les milieux populaires. Ça dépendra aussi de la politique qu'il fera. Là, je ne suis pas très d'accord avec ce qui a été fait, mais enfin, laissons-lui le temps de... laissons-lui le temps d'avancer. Je voudrais seulement relever ce que disait Roselyne Bachelot sur la Nouvelle-Calédonie en le mettant au bénéfice du président. C'est surtout le Premier ministre. Non, mais jusqu'à présent, mais c'est important. C'est une étape, mais le président aura sur ce dossier de la Nouvelle-Calédonie dans quelques mois à intervenir directement au moment où il ira en Nouvelle-Calédonie. Et rien n'est encore joué. On a réglé le problème de savoir qui aura le droit du corps de électoral, voter. Oui, des 11 000 personnes. Maintenant, il s'agit de savoir sur quoi on va voter exactement. Or, aujourd'hui, le problème en Nouvelle-Calédonie, moi, ça fait 30 ans que je suis ce dossier, je suis quand même tout à fait un peu inquiet sur le fait de savoir... Il ne faut pas qu'on fasse comme pour le Brexit, c'est-à-dire qu'on vote sur n'importe quel type d'argument. Et là, le président aura à se saisir pleinement du dossier, c'est de sa responsabilité. Donc, on verra, mais c'est un très bon point pour le Premier ministre. On a vu le niveau de mécontentement, il y a à peu près 2 Français sur 3 qui sont mécontents. Qui sont ces mécontents, Charles Becbédé? Est-ce que ce sont à la fois les soutiens de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen? Ils sont assez nombreux dans ces catégories-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle les Français riches mais pas trop, qui estiment qu'eux, ils vont payer c'est vrai. Et puis, ils ne sont pas très nombreux, mais c'est vrai qu'on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vrai que quelque part, les petits riches vont trinquer parce que ils vont et les retraités bien sûr, ils vont continuer à payer de l'ISF sur leur immobilier, alors que les très riches vont avoir une énorme réduction d'ISF. Bon, classe moyenne. Et il a quand même le mérite de faire un effort intergénérationnel, faire payer les retraités, enfin les plus aisés quand même. Oui, c'est ça. Les faire payer, jusqu'à présent, personne n'avait osé. Bon. Non, mais pour revenir à dans les question, dépenses de solidarité, c'est ceux qui dépensent le plus et ceux qui cotisent le moins par une CSG diminuée. Oui. Donc de ce point de vue-là, moi je suis pas choqué nécessairement. Cependant, dans les satisfaits et les insatisfaits, ce qu'on constate dans ce sondage, dans le détail notamment par les catégories socio-professionnelles qui donnent un peu un indicateur, c'est que ce sont les cadres de profession, cadres sup, ce qu'on appelle les cadres sup, qui sont les plus satisfaits. Alors que c'est eux qui vont morfler. C'est comme quoi. Et les professions intermédiaires en tout cas, mais les retraités par exemple, eux qui sont aussi certains les plus aisés visés par certaines mesures d'Emmanuel Macron, à l'inverse, sont parmi les plus insatisfaits. Donc il y a aussi peut-être aussi un temps d'application de ces mesures et on verra par la suite. D'ailleurs, du côté de l'Élysée, c'est ce qu'on indique, que la politique par la preuve, c'est le mot qui revient souvent, y compris dans la bouche du président. Par exemple, c'est très attendu, c'est la première fiche de paye qui aura un impact. Oui, parce que les gens ont vu ce qu'ils allaient payer en plus, mais pas ce qu'ils allaient payer en moins. Et du côté de l'Élysée, on se dit, la première fiche de paye, celle qui
interviendra en janvier 2018, là, il y aura un impact concret pour les Français et peut-être, là, il parie sur... Il y a le côté aussi un peu technocratique dont parlait Esther Benbassa qui est retenu par les Français. Regardez ce que nous dit cet internaute. Emmanuel Macron, c'est l'ENA pendant 5 ans à l'Élysée. Le président Macron apparaît à ce jour comme le président des élites. L'ENA à l'Élysée pour 5 ans, voire plus, Charles Becbédé. C'est vrai, ça confirme justement un point que je voulais faire, c'est que il faut sortir de l'économique. Parce que, en effet, alors on verra, on n'est pas d'accord, il y aura des résultats économiques des réformes du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que ça. Les Français, dans leur grande majorité, et c'est pas l'économie qui les inquiète en ce moment. N'est-ce pas ? Donc, et notamment en France périphérique, c'est bien autre chose. Et donc, là-dessus, Emmanuel Macron est bien absent. Sur le développement du communautarisme, l'islamisme radical, l'insécurité, le terrorisme. Pour l'instant, il nous a relativement épargnés depuis quelques mois, mais malheureusement, on sait que c'est une épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment. Il y a eu Marseille quand même. Oui, il y a eu Marseille, mais d'ailleurs, où Emmanuel Macron a une attitude ambiguë. Il a tout fait pour qu'on ne parle pas de terrorisme islamique sur cette affaire, pour essayer de le ranger dans un fait divers. Alors que ce n'est pas du tout un fait divers. C'est une horreur liée au terrorisme islamique. C'est le moment où il doit sortir de l'économie, René Dosière, d'après vous ? Oui, il ne faut pas oublier non plus les territoires ruraux. Hein. Oui, c'est ça. Cela, il s'est mis de la France périphérique. Il s'est mis au dos les territoires, quand même. C'est pas seulement la périphérie, je veux dire, c'est aussi les milieux où on souffre beaucoup. Et de ce point de vue-là, alors il y a toutes les peurs que vous signalez. La sécurité culturelle. Il y a aussi le sentiment d'être un petit peu oublié. Alors, il y a un point là que j'ai oublié, alors j'aurais jamais dû oublier celui-là, mais c'est conforme à ce qu'il avait dit, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Enfin, pour 80% des gens. Oui, écoutez, c'est l'impôt. Les élus des territoires ne sont pas contents. C'est l'impôt le plus injuste qui soit. Alors je ne sais pas si Roselyne était députée en 1990. Oui, j'étais députée en 1990. Justement, c'est pas la peine de... J'ai porté. Non, mais c'est parce qu'à ce moment-là, la majorité socialiste de l'époque a essayé, sous Michel Rocard, a essayé de porter la suppression de la taxe d'habitation départementale et son remplacement par une taxe départementale sur le revenu. Oui. On a failli réussir, et puis au dernier moment, le gouvernement a abandonné. Et donc, je trouve que, et parce que cet impôt était un impôt particulièrement... Oui, mais là, les gens ne vont pas s'en rendre compte tout de suite, c'est ça. Ils vont le voir, donc, ils vont le voir quand même dès l'année prochaine. Et je pense qu'il faudrait aller plus loin. Il n'y a peut-être pas de raison de laisser les classes moyennes 20% continuer à payer la taxe. Elles vont continuer à payer cette taxe, et ça aggrave. Donc, quelque part, c'est une augmentation d'impôt sur cette catégorie de la population. Je dirais qu'il n'y a pas que l'islamisme, le communautarisme. Vous savez, il y a d'autres problèmes en France. L'absence de services publics dans les territoires, l'isolement, le grand chômage dans ces territoires isolés. D'ailleurs, on a vu les répercussions sur l'élection sénatoriale, n'est-ce pas ? La suppression de la taxe d'habitation a fait que les élus locaux n'ont pas voté pour Macron. Ils sont un peu débordés. Oui. Mais je dirais que le vendeur des abus des finances publiques a des choses à dire aussi sur les élus locaux. Mais j'aimerais dire que le problème que vous évoquez, même si je ne suis pas d'accord, et le reste, c'est cette absence de politique. On ne peut pas faire fi de la politique, parce qu'il faut expliquer aux gens. Attendez, mais Esther Benbassa, il n'y a personne en face de lui. Macron lui laisse le champ libre. Tout le monde est aux abonnés absents. Des défauts de la technocratie. On est en reconstruction. Oui. Alors, vous n'êtes même pas en reconstruction. C'est les défauts de la technocratie. Ça, c'est évident. Ouais. D'ailleurs, il a vite compris, puisqu'il a il vient de construire un parti, entre guillemets, avec un homme unique, un mouvement exécutif, mélange exécutif, etc. Et son parti, vassalisation par l'exécutif. Donc tout ça commence à remonter. D'où la nécessité de faire de la politique. Oui. Ça va peut-être s'améliorer dans les prochains mois et les prochaines semaines, parce que l'agenda d'Emmanuel Macron, il est très à l'international sur les prochaines échéances. Il va notamment se rendre en Afrique, en Suède, en Allemagne, et on le sait, quand le président est hors de France, ces sujets de politique intérieure, entre guillemets, il n'avance pas. C'est la charge plus ou moins du Premier ministre, mais on voit de ce point de vue-là, ça ne prend pas. C'est un choix. Il y a des obligations internationales comme des grands rendez-vous, mais il y a aussi ce choix, par exemple, d'aller en Afrique pendant 3 jours. Emmanuel Macron. Mais l'affaiblissement du politique, du Parlement, tout ça,
C'est le même problème. Il n'en est pas seul responsable. Oui, et ses ministres, notamment, sont appelés à aller défendre sa politique pendant que lui sera à l'étranger. Et il paraît qu'en ce moment, c'est un peu les bons et les mauvais points au sein du gouvernement, Alison. Gérald Darmanin, visiblement, plaît bien au président, c'est le chouchou, parce qu'il y va. Il y a des ressemblances avec Emmanuel Macron. On l'a vu, par exemple, devant les buralistes, cette séquence où il y a un gros mécontentement des buralistes, et Gérald Darmanin, il va un peu au clash en disant « Moi, je suis devant vous, et je viens vous parler, donc on peut peut-être commencer à discuter cette méthode un peu d'aller au contact, ça lui plaît bien. Mais c'est vrai qu'il y a des ministres qu'on n'entend pas, qu'on entend peu. On parlait de l'international, Jean-Yves Le Drian qu'on connaît pour le coup, qui est complètement inaudible, des anciens, des experts de la politique qui finalement ne prennent pas leur place. D'autres y arrivent, le ministre de l'Éducation nationale par exemple, on l'entend un peu plus. C'est une thématique qui est assez mise en avant par le président. Il a reçu en tout cas Emmanuel Macron un hommage d'une personnalité qu'on n'attendait pas forcément. C'est Dominique Strauss-Kahn. Et hier, Dominique Strauss-Kahn qui s'est exprimé comme d'autres. Il a tendance, comme d'autres anciens, à revenir sur le devant de la scène. Et ça ne plaît pas forcément à Roselyne. C'est l'heure de l'ordonnance. Alors, mon ordonnance, elle est simple. C'est vos gueules, les mouettes. Hein alors, je vais décerner 3 médailles de bronze, d'argent et d'or. La médaille de bronze, je commence par la moins prestigieuse. Je vais la décerner à Jean-Pierre Chevènement, qui se fait décorer par Vladimir Poutine de l'ordre russe de l'amitié, au moment précisément où des centaines de personnes sont arrêtées pour avoir manifesté contre Poutine. Il disait il y a quelques mois qu'il était inquiet pour la démocratie en France. Je pense qu'il ferait bien de s'inquiéter plutôt pour la démocratie en Russie. Alors, médaille d'argent, je la destine à Dominique Strauss-Kahn, qui de Marrakech estime qu'il est temps que le PS disparaisse. On l'écoute, Dominique Strauss-Kahn. Le temps est venu de renouveler le centre-gauche français. L'élection d'Emmanuel Macron a créé une sorte de tremblement de terre dans la politique française. Et ce parti, qui est le mien, je le dis avec un peu de tristesse, mais c'est comme ça, n'a pas su accompagner la mondialisation, se transformer quand le monde se transformait. Et donc il est temps qu'il disparaisse et qu'une autre force, peut-être avec une partie des mêmes membres, apparaisse. Alors quand on voit le désastre qu'a causé la conduite inconvenante de Dominique Strauss-Kahn sur le Parti socialiste, j'avoue que les leçons données sont quand même un peu difficiles. Mais the winner is, qui a pu comme faire on mieux dit que à Dominique Hollywood. Strauss-Kahn. À qui est-ce que je décerne l'Oscar, la médaille d'or, le César? Eh bien, à Thierry Mariani. Qui a rencontré pour la 5e fois en 2 ans Bachar el-Assad et qui tweet ce tweet incroyable que je vais vous laisser découvrir. Voilà, promenade nocturne, en toute sécurité dans les rues de Damas, finalement bien plus propre que nos rues de Paris. Celle-là, quand même, il fallait la faire. On voit que visiblement, il ne s'est pas promené dans les rues d'Alep, Thierry Mariani. Voilà, mes médailles sont donc décernées et c'est bien, vos gueules les mouettes. Il vous a dérangé ce voyage et ce tweet, Charles Becbédé C'est plus la seconde partie. La première partie de son tweet, qui se promène dans Damas et qui trouve que la nuit est belle. Fine, mais qui le relie à la propreté dans la rue de Paris, c'était assez indécent, je veux dire. Oui. René Dosière, réaction là-dessus ? Oui, non, tout à fait étonnant. Au passage, mais c'est quelque chose de tout à fait anecdotique. Mariani, quand il était notamment député des Français de l'étranger, voyageait énormément. C'est normal. Mais je dirais, les points, les mailles qu'il gagnait avec ses voyages payés par l'Assemblée, il les utilisait à titre personnel, comme d'ailleurs tous les parlementaires. C'est une des réformes que pourrait faire, mais c'est très anecdotique, une des réformes que à l'Assemblée on pourrait faire en rendant à l'Assemblée ce qui lui revient. Cela dit, sur le fond, il faudrait quand même qu'on rouvre notre ambassade à Damas, parce que c'est aberrant. Si on veut participer au règlement du conflit dans cette zone, il vaut mieux moi, être là-bas, je trouve obscène quand même le contenu de ce tweet. Oui, par rapport à tous ces morts, franchement. Allez, merci. Les morts, ils sont des deux côtés. C'est une guerre civile, madame. À tous pour être venus dans la République LCI. On se retrouve demain, 10h midi avec Roselyne, bien sûr. Évidemment.